Nous allons donc maintenant débuter le troisième et dernier pan de notre étude de l'électricité et magnétisme, la deuxième partie de cette affaire-là, le magnétisme. Nous allons diviser notre étude de la manière suivante. Nous allons premièrement regarder quel est l'effet de ce qu'on va appeler un champ magnétique, qui va être un nouveau champ aux côtés du champ électrique qu'on a déjà introduit. Dans ce premier temps, quel est l'effet de ce champ-là sur des particules chargées. Dans un deuxième temps, on va regarder ce fameux champ-là, qu'est-ce qu'il crée, d'où est-ce qu'il vient. Même principe qu'on avait introduit le champ électrique. Le champ électrique était créé par des charges détectées par d'autres charges. Et dans un troisième temps, on va regarder si on a un champ ou de manière plus large, un flux magnétique qui va varier dans le temps. Comment est-ce que ça peut faire? Et on va entre autres en venir à expliquer comment est-ce qu'on réussit à produire notre électricité. Dans un premier temps, cependant, afin d'introduire le magnétisme, vous en avez sûrement entendu parler surtout dans le cadre des aimants. Et les aimants, c'est des objets que vous avez déjà eu à faire. C'est quelque chose, un certain objet qui a un pôle nord et un pôle sud. Ici, on a mis un code de couleur afin de les différencier. Par exemple, on pourrait dire ici que le pôle sud est en rouge et le pôle nord est en bleu. Donc, pour les différencier, c'est un objet qui émet un champ magnétique. Donc, autour de cet objet-là, on a un champ magnétique qui, d'un bord, va en sortant de l'élément, l'autre bord, il rentre et va faire une espèce de forme de boucle, comme on va s'en parler avec la formule des lignes de champ. Et si on a différents objets qui créent un champ, par exemple plusieurs éléments, ces objets-là vont interagir ensemble. En général, à cause des configurations des lignes de champ, pour deux aimants, leur pôle de signe opposé va avoir tendance à se repousser. Ils n'aimeront pas être placés près de l'un de l'autre, alors qu'au contraire, des pôles inverses, comme ici le rouge et le bleu, vont avoir tendance à s'attirer. Donc, nos deux aimants vont se configurer afin de tenter de rapprocher leurs pôles qui sont les plus proches. Si jamais je les laisse aller, pour des aimants relativement faibles, tout ce que ça peut faire, ça va changer l'orientation. Si jamais je les change, la force qui va entre les deux va diminuer à mesure qu'on les rapproche. Éventuellement, s'ils sont suffisamment proches, cette force-là va devenir assez grande pour même être plus forte que la friction que ces aimants-là avaient avec la table. Tous les aimants ne sont pas créés égaux. On peut avoir des aimants relativement faibles comme ceux-ci. On peut en avoir des un peu plus puissants comme ceux que je vais vous présenter, qui, étant beaucoup plus forts, vont pouvoir faire une attraction ou une répulsion à beaucoup plus grande distance. En l'occurrence ici, par exemple, l'attraction va devenir suffisamment forte pour vous faire bouger l'autre aimant, alors qu'il y avait une plus grande distance que tout à l'heure. Lorsqu'on brise un aimant aussi, par exemple, si je brisais celui-ci, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne briserai pas lui, si à la place je brise celui-ci, alors que j'avais, laissez-moi revérifier, si j'ai dit qu'en rouge j'avais un pôle sud, ceci serait donc un pôle nord, ceci un pôle sud. Si je brise mon aimant en deux, comme ceci, je n'ai pas maintenant un pôle nord séparé et un pôle sud séparé. Ce que j'ai en fait, lorsque vous brisez un aimant en deux, vous obtenez deux aimants séparés. Celui-ci va avoir encore un pôle nord, mais son côté-là est maintenant un pôle sud. Même chose pour l'autre. Ceci est un pôle nord et son côté opposé est un pôle sud. Cette attraction-là et cette répulsion-là entre les différents pôles d'aimants est même suffisamment forte pour vaincre la gravité. Par exemple, si ici je mets une petite tour d'aimants, présentement, tous leurs pôles opposés sont côte à côte, ainsi bien qu'ils s'attirent. Mais si je les inverse, cette répulsion-là est même plus grande que la gravité. Les deux aimants ici ne se touchent pas du tout. OK? Mais qu'est-ce qui fait que des aimants comme ça vont créer un champ magnétique, vont s'attirer, vont se repousser? Ça a le rapport à l'agencement des atomes qui sont à l'intérieur. Et va faire référence, entre autres, à la notion de spin que vous avez parlé en chimie. Vous avez parlé surtout au niveau des électrons. On peut, et tout, globalement, trouver, ça va être quoi? Le spin, le moment dipolaire magnétique d'un atome. Donc, le spin, vous en avez parlé en chimie, c'est analogue à un mouvement de rotation. Vous en avez parlé surtout avec les électrons. C'est comme si l'électron tournait sur lui-même. Le principe, j'ai ici une petite balle de papier d'aluminium. Vous le représentez souvent avec des flèches, par exemple avec un spin up, un spin down. Ceci représente le sens de la rotation.
Par exemple, si ma balle de papier d'aluminium, j'avais tourné comme ceci, ça correspond à, si j'avais représenté par une flèche qui rentrerait dans la table ici. J'enroule mes doigts dans le sens du mois de rotation. Mon pouce indiquerait le sens de la flèche. Si je fais une rotation dans ce sens, ça correspondrait à si j'enroule mes doigts, ça tournait comme ça. Donc, une flèche vers le haut sur la feuille. Si ma balle, je la faisais tourner dans ce sens-là, ça représenterait sur la feuille à une flèche vers le bas. Ça sert à représenter le sens du mois de rotation. Il y a plusieurs problèmes quand on tente de l'appliquer à une particule ponctuelle comme un électron. En fait, un seul point, un seul petit point unique dans l'espace, le faire tourner, ça a plus ou moins de sens. On n'est même pas capable de voir qu'il tourne parce que c'est un seul point. C'est pourquoi ce n'est qu'un analogue à un mouvement de rotation. C'est un mouvement qu'on n'est pas capable de se représenter à notre échelle. C'est pas plus grave. On n'est juste pas capable de se faire une intuition nous-mêmes avec ce qu'on expérience dans la vie de tous les jours de à quoi ça ressemble. Mais ça reste une espèce de mouvement. Ça va être très important quand on va se parler de qu'est-ce qui crée un champ magnétique. Le spin, gardez-le en tête, c'est analogue à un mouvement de rotation. C'est un type de mouvement. Si vous regardez à l'intérieur d'un matériau, par exemple, comment est-ce que les spins sont arrangés? Ben, dans un matériau quelconque, ici j'ai spécifié qu'il est non aimanté, selon ce que vous regardez, parfois le mouvement de rotation va être orienté sur une direction. Vous allez ailleurs, selon une autre, selon une autre, selon une autre, selon une autre. Puis si vous faites la somme de toutes ces flèches-là, il y en a qui pointent dans toutes les directions possibles et imaginables, la somme va tourner autour de zéro si votre matériau est non aimanté. La différence avec un aimant, c'est qu'il va avoir une direction préférentielle. Il y en a une, c'est qu'on va avoir tendance à avoir plus de flèches vont être alignées. Ici, je prends un exemple un peu extrême, où est-ce que toutes les flèches sont alignées dans une direction. L'important est surtout que vous avez une somme non nulle. Il y a une direction dans laquelle, si vous faites le total des flèches, vous avez tendance à avoir de quoi qui ne s'annule pas. Fait que le champ magnétique, pour un aimant permanent, c'est créé par la somme des spins à l'intérieur de votre matériau. Et à l'intérieur de ça, ça va par là-bas. Et quand on parle d'un pôle nord, d'un pôle sud, pour un aimant, la définition qu'on leur donne, un pôle nord, le champ magnétique qu'il crée sort du pôle nord. Le pôle sud, le champ magnétique rentre dans le pôle sud. Et ça forme des boucles fermées, si on suit avec un espèce de formalisme avec les lignes de champ, comme on a fait le champ électrique. Le champ magnétique est un champ de vecteurs. On peut donc représenter sa direction à tout point par des lignes de champ. Ça forme des lignes de champ fermées. Si on regarde à l'intérieur du matériau ici, toute ligne de champ va vers le haut à l'intérieur du matériau. Ça correspond à ceci, qu'on s'était parlé avec le spin des électrons. Fait le barreau que j'avais dessiné ici, en fait, c'est un aimant dont le pôle nord est ici, le pôle sud est là, et créerait un champ qui va, comme ceci, comme illustré sur la figure à côté. Donc, définition de pôle nord. Le bout, c'est que le champ magnétique sort. Définition de pôle sud, le bout où le champ magnétique entre. Et avec ces lignes de champ-là, tout comme avec le champ électrique, elles ne peuvent jamais se croiser. Et c'est une façon qu'on peut expliquer, entre autres, pourquoi est-ce que deux pôles nord se repoussent, pourquoi est-ce que deux pôles sud se repoussent, mais qu'un pôle nord et un pôle sud s'attirent. Eh bien, si on tente d'approcher, si j'ai un deuxième aimant, deux pôles nord, vous avez des lignes de champ qui sortent de lui, des lignes de champ qui sortent de lui ne peuvent pas se croiser, donc vont avoir tendance à tenter de garder leur distance. Donc les autres se repoussent. Même chose pour les deux pôles sud. Ici, les lignes de champ entre, ne peuvent pas se croiser, ils ont encore une tendance à garder leur distance. Et si on met un pôle nord et un pôle sud à proximité, lui, il y a un champ qui sort, lui, il y a un champ qui rentre, ben, ce serait quand même pas trop dur de faire que les lignes de champ de ce pôle nord-là sortent et rentrent immédiatement dans lui. Ça, c'est quand même vachement facile. Fait qu'on va pouvoir les attirer. En fait, ils vont s'attirer, on va pouvoir les combiner. Et à toute fin pratique, faire un plus gros aimant dont le pôle nord va être ici, le pôle sud va être là. Il va créer un champ qui va tourner comme ceci. On va pouvoir combiner deux aimants en un seul, comme ça. Note aussi sur, au début, quand on s'était parlé avec les spins, le lien que le champ magnétique de l'aimant permanent est créé par la somme des spins, ça sert aussi à expliquer ce pourquoi on est capable d'aimanter une aiguille, par exemple, pour l'aiguille d'un compas. Le principe,
Si vous partez avec une aiguille qui est non aimantée, vous venez la frotter avec un aimant. En la frottant, vous produisez un peu de chaleur, vous donnez un peu d'énergie à ces spins-là pour qu'ils puissent jouer, de bouger un peu autour de leur configuration. Puis, ils vont avoir tendance à venir s'aligner avec un champ magnétique, si même pas trop loin. Qu'en frottant avec un aimant, ben, vous venez appliquer un champ magnétique direct à côté. Ils vont tendance tranquillement vite, à force que vous vous frottiez, à venir s'aligner avec le champ magnétique produit par votre aimant, et donc à devenir eux-mêmes alignés, devenir aimantés. Et cet agencement-là des spins, c'est ça qui va aussi expliquer pourquoi est-ce que les aimants ont tendance à coller à certains métaux. Par exemple, si j'ai ici deux petites plaques métalliques, présentement, ce ne sont pas des aimants, c'est juste des petites plaques de métal comme ceci. Si vous approchez un aimant de cela, peu importe le pôle que vous approchez, que ce soit le pôle nord ou le pôle sud, vous allez avoir une attraction entre le métal, je recommence, une attraction entre le métal et l'aimant, peu importe que vous colliez au pôle nord ou au pôle sud, c'est que lorsque vous placez la plaque métallique proche de l'aimant, les spins à l'intérieur de la petite plaque métallique vont venir s'aligner dans le sens du champ magnétique créé par l'aimant et vont donc, à toute fin pratique, devenir une continuation de l'aimant. Donc, si ceci est un pôle nord, au contact, ça va venir se coller dessus, et le pôle nord va maintenant être rendu ici. À toute fin pratique, ça va devenir une extension de l'aimant. Je peux même par la suite prendre mon plaque métallique et la coller dessus. Ça colle. Sur le même principe, la petite plaque métallique est devenue une extension de l'aimant. Maintenant, les deux plaques s'attirent, alors que lorsque l'aimant n'était pas là, les deux plaques ne s'attirent pas du tout.